Madame, Mademoiselle et Monsieur. Ce communiqué explique pourquoi les pays de l'Union européenne sont soumis à une dictature des lobbies qui font fi de l'écologie et des climats et qui, par leur action souterraine, programment la surconsommation dans les pays du Nord et la fin de l'humanité annoncée, comme je l'explique dans mon communiqué sur YouTube. La fin de l'humanité commence en 2030. Mon but ici est d'expliquer les zones d'ombre de la politique européenne pour aider les peuples européens à reconquérir leur souveraineté par les urnes ou la résistance civile, comme je l'explique dans mon guide de la révolution non violente. Je rappelle qu'un lobby est un groupe de personnes qui exercent une pression avec tous les moyens possibles pour défendre les intérêts privés des financiers ou des industriels. L'action des lobbies dans l'Union européenne consiste à infiltrer les institutions pour infléchir la politique européenne, écrire sa législation ou faire supprimer des lois qui nuisent à leurs affaires. Leur seul but est de mieux faire vendre les marchandises des industriels et de protéger les intérêts des grands financiers. Ces conflits d'intérêts sont théoriquement interdits et condamnables par la loi, mais admis par les politiciens qui poursuivent avec les lobbyistes leurs intérêts et non ceux de la communauté dont ils ont la charge. L'Europe revêt, depuis la romanisation et la christianisation, un même fond culturel et politique qui aurait dû faciliter la construction des États-Unis d'Europe avec un système politique fédéral et parlementaire respectueux de la démocratie. L'idée d'une Europe politique pour mettre un terme aux guerres entre États a été proposée jadis par l'abbé de Saint-Pierre au XVIIIe siècle, reprise par Saint-Simon au XIXe siècle et réactivée après la Seconde Guerre mondiale par les Français Jean Monnet et Robert Schuman, l'Allemand Konrad Adenauer, l'Italien Alcide Gasperi et le Belge Paul-Henri Spaak. Un premier pas est fait en 1950 avec l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas qui créent la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Le renoncement des États membres à leur souveraineté militaire met en échec le projet de Communauté européenne de défense proposé en 1954. Les domaines juridiques et économiques, moins sujets aux résistances nationales historiques, dominent ensuite la coopération européenne. Mais l'abandon de la souveraineté juridique est catastrophique et la prospérité économique des Trente Glorieuses entre 1946 et 1975 s'est achevée avec les premiers chocs pétroliers. La communauté européenne n'a pas offert l'harmonisation sociale espérée aux États membres, comme les assurances, chômage, maladie, retraite, un revenu minimum, etc. Au lieu de faire de l'Union européenne une entité unie et non violente, les États se sont fait une guerre économique qui leur a fait manquer le grand rendez-vous qui aurait dû hisser l'Union européenne au premier rang des régions mondiales et faire un tremplin pour une évolution sociale de tout le continent, voire celle du monde entier. La dérive politique de l'Union est due aux États membres qui ont abandonné leur souveraineté dans plusieurs domaines à des institutions inféodées par les lobbies. En dehors des domaines aéronautiques avec Airbus et Spatial, avec Ariane Espace, les États de l'Union européenne n'ont pas réussi à coopérer dans les domaines de l'informatique, de l'énergie, des transports, etc., laissant les autres régions pénétrer leur marché. Dans le secteur très stratégique d'Internet, l'Union européenne dépend des États-Unis. Les banques européennes, dont la Banque centrale européenne, sont intégrées au monde de la finance internationale et n'ont pas su protéger l'euro du crash américain de 2007 qui a pillé l'Europe et le monde. La protection sociale, qui est restée nationale et très inégale entre les pays de l'Union, accroît les délocalisations d'entreprises ou les détachements de travailleurs entre pays. Cette situation tend à niveler la protection sociale par le bas.
Depuis la fin du XXe siècle, les travailleuses et les travailleurs français ne se battent plus pour acquérir des droits et une situation sociale décente, mais pour conserver les acquis sociaux obtenus de haute lutte. Les compétences et les responsabilités, les règles et les procédures des institutions européennes sont définies par des traités qui sont décidés par les représentants de l'Union européenne, adoptés par les présidents ou les premiers ministres des États membres, ratifiés par les parlements nationaux et parfois soumis au peuple par référendum. Ces traités définissent les procédures à suivre pour prendre les décisions et les relations entre l'Union et ses États membres. Contrairement à une constitution fédérale qui prévoit de recevoir de nouveaux États membres, les traités doivent être modifiés pour l'entrée de nouveaux membres ou pour élargir la coopération à de nouveaux domaines. Chacune des constitutions des États membres définit les autorités compétentes pour conduire les négociations des traités, les ratifier et en sortir. La Constitution française fait que le chef de l'État négocie et ratifie les traités et que ces traités requièrent une autorisation législative du Parlement avant leur ratification. Mais l'article 49.3 permet éventuellement à l'exécutif de contourner le Parlement. La France avait signé 27 000 traités et accords en 2014 et nos présidents de la République en signent environ 250 à 400 chaque année, sans l'approbation du peuple évidemment. En 1957, la signature du traité de Rome regroupe deux traités. Le premier institue la Communauté économique européenne et le second une Communauté européenne de l'énergie atomique. Le traité de la CEE met en place les institutions et des mécanismes décisionnels. La CEE, appelée encore le marché commun, supprime les droits de douane entre États membres, instaure un tarif douanier extérieur commun, une politique agricole commune de type intensif et des politiques communes commerciales, des transports, de la recherche, etc. Le président de la République Charles de Gaulle rejette les idées fédéralistes du traité de Rome. Il imagine l'Europe comme une entité destinée à créer une solidarité de fait entre États sans porter atteinte à leur souveraineté nationale. Mais le général ne défend pas la souveraineté juridique de la France, car en 1964, la Cour de justice des communautés européennes affirme la primauté du droit communautaire sur les droits nationaux, sans consulter les États membres, qui ont fini par se ranger à son avis. Cette capitulation est à l'origine de l'abandon de notre souveraineté juridique nationale, qui est complétée par le transfert du droit d'initiative législative aux commissaires européens, qui ne sont pas élus par les peuples. De plus, les directives sont écrites majoritairement par les lobbyistes et s'imposent aux États membres sous peine de sanctions. Les populations ne cesseront plus de cultiver une défiance grandissante et justifiée à l'égard de la communauté européenne. L'année du premier choc pétrolier, en 1973, le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni adhèrent à la CEE. Après la chute des dernières dictatures européennes en 1974 et 1975, la Grèce devient le 10e membre de la CEE en 1981. Le Portugal et l'Espagne suivent en 1986 avec le traité de l'acte unique européen ou marché unique qui renforce la libre circulation des marchandises au sein des États membres. Deux traités sont signés en vue d'une union politique et d'une monnaie unique, celui de Maastricht en 1993 et celui d'Amsterdam en 1999. Le traité de Maastricht donne naissance à l'Union européenne et prépare l'union monétaire. Ce traité est censé renforcer la procédure de codécision politique parlementaire qui n'a jamais existé en dehors de la France et de l'Allemagne.
La libre circulation des biens, des personnes et des capitaux est actée sans aucune harmonisation sociale et avec de fortes disparités socio-économiques entre les pays membres, comme je l'ai déjà dit. Les accords de Schengen, signés en 1985, entrent en vigueur en 1995. Ils permettent aux Européens de voyager sans contrôle aux frontières et de s'établir librement à l'intérieur de l'espace Schengen. La découverte de pétrole dans les eaux territoriales norvégiennes à la fin des années 1960 fait de la Norvège un pays riche qui, comme la Suisse et l'Islande, a refusé d'adhérer à l'Union européenne. Les Norvégiens ont rejeté en 2 référendums la Communauté économique européenne en 1972 et l'Union européenne en 1994. En 1995, l'Autriche, la Finlande et la Suède rejoignent l'Union européenne. En 1979, le flottement du dollar motive la création du système monétaire européen, ou SME, pour stabiliser les monnaies de la communauté. Le mark et l'économie allemande renforcent leur domination sur l'Europe. Après la chute du mur de Berlin, en novembre 1989, l'Allemagne reçoit un soutien de la communauté pour réunir les 2 Allemagnes. L'euro apparaît en 1999 pour les transactions financières et devient la monnaie commune en 2002. 10 nouveaux pays adhèrent à l'Union européenne en 2004. 18 États membres font partie de la zone euro en 2018. Suite au référendum de juin 2016, le retrait du Royaume-Uni de l'Union est prévu pour le 29 mars 2019. La raison principale du Brexit est la crise économique, entre guillemets, qui provoque pauvreté et repli identitaire et l'immense pression migratoire qu'a subi le Royaume-Uni suite aux guerres occidentales qui ont déstabilisé le Moyen-Orient en Irak et Libye et ont favorisé l'apparition d'un nouvel État islamique. Le rejet par référendum du traité constitutionnel européen en 2005 en France le 29 mai, alors que tous les partis politiques étaient pour le oui, et le rejet des Pays-Bas le 2 juin est suivi d'un déni de démocratie. En 2009, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, le même contenu réapparaît dans le traité de Lisbonne, qui est approuvé par le Parlement français sans une nouvelle consultation du peuple. Ce traité s'avère un échec retentissant avec la crise économique entre guillemets commencée en 2008 qui a démontré la faiblesse complice de la politique économique européenne. En 2008, les contrôles frontaliers sont supprimés dans l'espace Schengen pour les lignes aériennes intérieures. L'Islande, la Norvège, la Suisse en 2008 et le Liechtenstein en 2011, qui ne sont pas membres de l'Union européenne, rejoignent l'espace Schengen. Mais après les attentats terroristes de 2015, les pays européens ont rétabli le contrôle à leurs frontières nationales. Certains d'entre eux, comme l'Autriche, la Hongrie et la Macédoine, ont même construit des murs pour bloquer les migrants des pays européens voisins. Les institutions de l'Union européenne établies par le traité de Lisbonne en 2007 ne font pas de l'Union un régime parlementaire qui est le régime représentatif le plus démocratique et le plus pratiqué en Europe. Je qualifie le régime de l'Union d'hyper-présidentiel parce que les 28 commissaires qui composent la Commission sont nommés par les gouvernements, un par État membre. Leur nomination est approuvée par les chefs d'État respectifs, ce qui en fait leur Sherpa. Le président de la Commission n'est pas élu par les peuples européens ou le Parlement. Il est proposé par les chefs d'État et de gouvernement réunis en Conseil et validé à la majorité du Parlement. C'est le président de la Commission qui décide de l'attribution des responsabilités et qui répartit les portefeuilles aux commissaires. Les lobbies ne se contentent pas d'écrire les directives européennes.
c'est-à-dire 80% des textes législatifs nationaux. Ils sont directement présents dans les institutions européennes. Exemple, en 2014, on retrouve dans l'équipe de la Commission présidée par Jean-Claude Juncker, au poste de commissaire à l'énergie et au climat, M. Miguel Arias Cañete, ancien président d'une société pétrolière. Non, vous ne rêvez pas. Au poste de commissaire chargé de l'Union des marchés de capitaux, M. Jonathan Hill, un lobbyiste de l'industrie. Au poste de commissaire à la recherche, M. Carlos Moedas, ancien cadre de la banque Goldman Sachs, et au poste de commissaire chargé de la justice, Mme Vera Jourova, ancienne conseillère politique d'un milliardaire tchèque, etc., etc. Chose pour le moins étrange, le principe de la séparation des pouvoirs n'est pas respecté dans l'Union. La Commission européenne, c'est-à-dire l'exécutif de l'Union européenne, est la seule institution qui a un droit d'initiative, c'est-à-dire de faire des propositions de directives. Le Parlement et le Conseil, qui votent ces textes législatifs, ne sont, au final, qu'une chambre d'enregistrement. Mais il y a plus grave encore, car environ 20 000 lobbyistes travaillent à Bruxelles et disposent d'un budget de fonctionnement estimé à 160 millions d'euros, et ce sont des lobbyistes attachés parlementaires, des eurodéputés, qui écrivent les projets de directives pour la Commission. Les lobbies écrivent le droit pour vendre leurs marchandises en se moquant de la biodiversité et du réchauffement des climats, c'est-à-dire au final de l'humanité entière. Plus inquiétant pour la souveraineté des peuples et la pérennité de l'humanité, 80% du droit des États membres sont issus des directives européennes et s'appliquent à un demi-milliard d'Européens sans respecter le principe de subsidiarité. Voici un exemple de non-respect du principe de subsidiarité. Le Parlement européen a autorisé 0,9% d'OGM dans les aliments labellisés agriculture biologique et l'importation des aliments OGM, qui sont des organismes génétiquement modifiés, donc autoriser cette importation contre l'avis de certains États comme la France qui les avait interdits sur son territoire. Le 28 novembre 2011, le Conseil d'État français a demandé l'annulation des arrêtés français pris en 2007 et 2008 qui interdisaient la culture du maïs Monsanto sur le territoire national. La France a dû payer des amendes à la firme Monsanto. Le céréalier charentais Paul François a été intoxiqué en 2004 par un herbicide, le Lasso, fabriqué par Monsanto. La firme a été condamnée en France par le tribunal de grande instance, puis la cour d'appel en septembre 2015. Mais le 7 juillet 2017, la Cour de cassation française a annulé la décision des juridictions précédentes et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Lyon, en rappelant l'obligation de vérifier la règle de droit communautaire sur les produits défectueux. On comprend quel est le rôle de la Cour de cassation et de la Cour de justice européenne. C'est l'union des riches, pour les riches, par les riches. De plus, la Commission européenne représente l'Union européenne dans le monde, c'est-à-dire les intérêts des industriels et des financiers. La perte de la souveraineté monétaire et économique est doublée de la perte de souveraineté législative. Le Parlement et le Conseil constitutionnel français doivent adapter la Constitution et le droit interne aux directives européennes. L'article 54 de notre Constitution dit « Si un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. » Et l'article 55 dit «
les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie. Ainsi, la Constitution française est révisée en fonction des traités et des directives qui ne sont pas soumises au peuple. Cette logique conduira à la disparition des parlements nationaux au profit du seul Parlement européen, car comment peut-on imaginer conserver des milliers de députés nationaux dans 27 pays pour écrire seulement 20% du droit national? Pour parachever le tout, cette échéance devrait entraîner la création d'une constitution européenne qui annulerait les constitutions des États membres. La seule parade juridique pour éviter la concentration des pouvoirs au sein de la Commission européenne est de transformer l'Union en une fédération, ce qui obligerait ses membres à s'entendre sur une stratégie de défense commune que je souhaite évidemment non militarisée. Une bonne occasion pour stopper la mainmise de la nomenclatura financière. Car l'Union européenne n'a été pour les financiers qu'une vache à lait qui a remplacé les empires coloniaux finissants. Les 751 eurodéputés du Parlement européen, dont 74 eurodéputés français, sont les seuls élus pour un mandat de 5 ans au suffrage universel direct. Que font-ils? Et qui servent-ils? Vous avez les réponses. Mais pour 12 256 € mensuels bruts en 2013, il est difficile de contester la main nourricière. Le Conseil de l'Union européenne, qui est différent du Conseil européen précédent, réunit les dirigeants des pays membres afin de définir les priorités politiques de l'Union européenne, qui ne sont pas la pauvreté, le plein emploi, l'harmonisation sociale, etc. Quand on nous dit que le Parlement contrôle les activités des autres institutions de l'Union européenne, notamment de la Commission, qu'il peut la censurer et qu'elle doit démissionner dans ce cas, ça devient une grossière plaisanterie. On ne doute pas que le Parlement adopte le budget de l'Union européenne avec le Conseil et qu'il peut recevoir des pétitions émanant des citoyens européens et constituer des commissions temporaires d'enquête. Mais on peut douter que les revendications de ces pétitions soient satisfaites. Dans ses relations extérieures, l'Union européenne est considérée par les autres États comme étant une personne morale qui a la capacité juridique de conclure des accords internationaux qui s'appliquent à ses États membres. Il faut donc ajouter aux accords et traités contractés par la France tous les accords signés par l'Union européenne qui échappent, comme les précédents, à la vigilance du citoyen. Dans notre régime présidentiel gaulliste, le chef de l'État tient un rôle législatif très important. L'article 52 de la Constitution précise que le président de la République négocie et ratifie les traités. Ces derniers sont approuvés sans débat à l'Assemblée. C'est l'un des points les plus contestables de notre Constitution avec le traité de Lisbonne dans un pays non souverain qui n'est même pas un État de droit, comme je l'explique dans le chapitre 1.17 et 1.24 de mon livre. Les pouvoirs politiques et économiques de l'Union sont si centralisés et rigides que la Grèce a été mise en faillite et spoliée par le capitalisme. Effectivement, les traités internationaux sont des règles de droit par lesquelles plusieurs États s'engagent mutuellement les uns envers les autres dans un domaine précis. Si l'un d'entre eux ne peut pas tenir ses engagements et qu'il n'obtient pas de dérogation ou une modification du traité à l'unanimité des États membres, il doit faire appel à des prêts bancaires qui ont été contractés à des taux records pour la Grèce ou se retirer de l'Union européenne. La France, qui est en retard dans sa reprise économique, verra sa dette publique doubler entre 2007 et 2019 pour éponger la crise économique entre guillemets « Made in USA ». Les médias ne se sont pas attardés sur le fait
que la France a rétrogradé au 6e rang des puissances économiques mondiales en termes de produit intérieur brut et au 9e rang si on considère le pouvoir d'achat. Pour finir, je rappelle qu'il faut voir comme une opportunité le fait que l'Europe se soit construite, contrairement aux États nationaux, sur le souhait de mettre fin aux guerres européennes. D'autres combats devraient unir les Européens afin de construire la citoyenneté européenne autour d'un projet de paix universel. Je pense notamment à la lutte contre la pauvreté, à la sauvegarde de l'environnement et des climats, à l'instauration d'une démocratie internationale, à la déconcentration des pouvoirs des États et des institutions internationales, trop axées sur la croissance économique et la violence armée, à la révision de l'Organisation des Nations Unies et à la mise en œuvre des techniques de résistance civile non violente comme moyen de défense, lesquelles sont présentées dans mon guide. Je rappelle pour finir que nombre de partis politiques indépendantistes au sein des États de l'Union européenne, comme la Corse, la Bretagne, le Pays basque en France, la Flandre en Belgique, la Catalogne en Espagne, l'Irlande et l'Écosse au Royaume-Uni, etc., revendiquent ou ont revendiqué leur indépendance régionale. L'Union européenne s'y oppose alors que certaines de ces régions souhaiteraient rester dans l'Union une fois leur indépendance obtenue, ce qui n'est pas forcément un bien. Le fédéralisme résoudrait en grande partie ce problème et bien d'autres, autant au sein des pays unitaires comme la France que de l'Union européenne. Je vous remercie pour votre attention.